plus étonnant, c'est comment les thèmes pro-palestiniens, etc., ont été adoptés rapidement par les opinions publiques occidentales. À quoi devons-nous nous préparer? Il faut prendre au sérieux, quelle que soit l'analyse que l'on fasse de ce phénomène, il faut le prendre au sérieux comme menace directe concernant la condition juive. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème aujourd'hui ce qu'on peut appeler comme l'attaque mondiale contre le peuple juif et Israël, qui s'est concrétisée notamment vendredi dernier à l'Assemblée générale de l'ONU à New York par l'adoption par 142 voix pour et 10 voix contre seulement et 12 abstentions d'une résolution, à vrai dire non contraignante, mais ça on va en reparler, préconisant la création d'un État palestinien sur une partie des territoires contrôlés par l'État hébreu. Une résolution qui se veut comme en fait une feuille de route pour les pays dont la France et l'Arabie saoudite qui s'apprêtent à reconnaître l'État palestinien le 22 septembre prochain, dans quelques jours, à New York. Pour en parler en ligne avec nous, le professeur Shmuel Trigano. Bonjour Shmuel. Bonjour et shalom. Bonjour. Je rappelle en une phrase que vous êtes professeur d'université, sociologue, philosophe et auteur d'une quarantaine d'ouvrages de pensée juive et d'analyse sur Israël, dont le dernier en date a été publié en mars 24. Il s'intitule Le chemin de Jérusalem aux éditions Les Provinciales. Alors, pour entrer dans le vif de notre sujet, quelle réflexion globale, après on rentrera dans le détail, vous inspire ces manœuvres diplomatiques anti-israéliennes menées rondement depuis juillet dernier, je le disais tout à l'heure, par la France et l'Arabie saoudite, presque 2 années après le massacre en forme de razzia islamique du 23 octobre 2023? Tout d'abord, la stupéfaction de voir l'ampleur que le phénomène prend. Et de voir ce qui est le plus étonnant, c'est comment les thèmes pro-palestiniens, etc., ont été adoptés rapidement par les opinions publiques occidentales. Donc ce phénomène accentue le sentiment d'une solitude radicale du peuple juif dans l'arène mondiale d'aujourd'hui. Une solitude inédite parce qu'en fait, il ne s'agit plus de la solitude d'une collectivité en la galoute, si l'on peut dire, la collectivité de l'exil, mais d'un État réel qui est aujourd'hui concerné par cette vague. Donc ce paradoxe demande à être pensé et surtout ne pas se satisfaire uniquement d'une explication sociologique, etc., qui a sa valeur, mais également se demander ce que prépare ce phénomène. En quoi et de quoi est-il l'annonce? À quoi devons-nous nous préparer dans ce sens-là? Et c'est ça la véritable question. Il faut prendre au sérieux, quelle que soit l'analyse que l'on fasse de ce phénomène, il faut le prendre au sérieux comme menace directe concernant la condition juive. Alors, pourquoi, selon vous, ce sont surtout des pays européens comme la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Espagne et l'Irlande, enfin, en tout cas pour les 4 premiers, ce sont d'ailleurs d'anciens pays, d'anciens empires coloniaux, qui sont à l'initiative de cette démarche qui semble vouloir, mais, même si elle ne le dit pas, annihiler l'existence de l'État hébreu et en quelque sorte défaire en 2025 et dans les mois qui viennent, ce qui a été fait en 1948 avec la reconnaissance d'Israël naissant par l'ONU ou renaissant par l'ONU. On a l'impression que comment dirais-je, le titre du fameux ouvrage de Jean-Claude Milner, qui était paru il y a longtemps, il y a 22 ans, en 2003, qui s'intitulait Les penchants criminels de l'Europe démocratique, sont en train de devenir choses concrètes. Alors, il y a une explication concrète, très réelle, qui est la présence d'une population originaire du monde arabo-musulman dans ces pays de l'Europe de l'Ouest, qui pèse beaucoup sur la gestion politique de l'existence collective. Donc ça, c'est quand les foules
scande Free Palestine, etc., de quoi parle-t-elle? En apparence de la Palestine, en réalité de la condition des immigrés du monde arabe qui tiennent en quelque sorte à maintenir la validité de la charia et donc de ne pas s'inscrire dans le tissu classique des États dans lesquels ces populations se retrouvent. Donc ça, c'est un fait déterminant, me semble-t-il, qu'il ne faut pas négliger. Alors, par ailleurs, vous évoquez tout à fait une autre perspective que j'ai moi-même développée dans une étude sur l'idéal démocratique à l'épreuve de la Shoah Absolument. et dans un livre sur les frontières d'Auschwitz, dans lequel j'analysais ce phénomène étonnant qui consiste pour la conscience occidentale à faire mea culpa, à reconnaître sa culpabilité, à développer un rapport victimaire à la condition juive, etc. Mais en fait, cette reconnaissance est marquée par une ambivalence. L'ambivalence, on l'a trouvée dans les principes du Conseil de sécurité. Justement, quand la question de la légitime défense d'Israël était posée, on a pu remarquer que les puissances occidentales mettaient une limite à cette capacité de se manifester dans une arène guerrière en quelque sorte. Et donc là, on a pu comprendre comment la mémoire de la Shoah que l'Occident a pu développer comporte cette dimension-là, à savoir une culpabilité, une morale victimaire, qui finalement astreint les Juifs à un rôle de dépendance, en fait. Non pas d'initiative, mais de dépendance. Il ne faut surtout pas qu'ils oublient quelque part qu'ils ont bénéficié de la reconnaissance de l'Occident, on pourrait dire. Et donc qu'ils restent toujours dans cette dépendance morale qui est en fait qui sauve la conscience morale de l'Occident. Donc c'est une dimension très forte et qui veut dire qu'en fait, dès le moment où les Juifs n'apparaissent plus dans le pyjama des déportés, mais dans les habits de Tsahal, ils deviennent inacceptables, insupportables, etc., parce qu'ils ont oublié d'où ils viennent, selon Absolument. la conscience Et vous occidentale. disiez à l'instant ambivalence, on pourrait dire aussi un presque synonyme paradoxe, parce que c'est au moment, et d'ailleurs vous-même, vous aviez lors de notre dernier entretien évoqué, après la victoire militaire contre l'Iran au mois de juin, vous aviez évoqué la fin de l'époque des frontières d'Auschwitz pour Israël, puisqu'Israël avait pris l'initiative victorieuse de se débarrasser partiellement de la menace iranienne. Paradoxe parce que, en fait, si on fait le bilan des 2 ans que nous venons de passer, aussi bien à Gaza, avec la menace terroriste du Hamas, que la menace du Hezbollah, la menace iranienne et la menace de la Syrie et du régime Assad, en fait, Israël a fait le ménage contre des menaces qui ne sont pas seulement des menaces stratégiques contre son territoire et sa population, puisque tous ses ennemis souhaitaient toujours leur annihilation, mais a fait un travail utile pour normalement le monde occidental. Et ce même monde devrait lui être redevable d'avoir fait le ménage. Et alors que Israël remporte des victoires inédites sur les champs de bataille autour de ses frontières, voilà qu'au contraire, il est victime d'un halali diplomatique qui menace l'existence même de son État. Comment c'est possible, ce paradoxe? Parce que il y a eu l'accusation de génocide qui a été entièrement manipulée. Et alors, ce qui est le plus étonnant, c'est que cette manipulation n'a jamais été l'objet
d'études. concrète sur le plan du grand public, d'une analyse et une manipulation des opinions par le Hamas et la mouvance palestinienne, et sans oublier le Qatar qui est derrière. Il y a en fait, sur le plan politique global, une mouvance qui est la mouvance du Qatar et des frères musulmans dont le siège est en Turquie, qui porte en vérité tout ce phénomène-là. Donc ce phénomène, on vous parle de Palestine, en fait il s'agit de la Oumma islamique en France, en Angleterre, etc. Donc il y a évidemment toute une étude en soi à faire de cette idéologie que je définirais comme le palestinisme, pour le différencier radicalement de l'antisionisme qui était le signe précédent. Et donc, il y a là toute une perspective qu'il faut comprendre et qui fait que, en fait, c'est le phénomène en soi qui a un sens, beaucoup plus que les raisons que l'on donne à ce sens-là. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, personnellement, et notamment dans ce colloque, c'est justement de comprendre comment la condition juive est retranchée de la généralité, comment le juif devient un paria que tout un chacun peut légitimement frapper au nom de la morale. Et je pense au tribunal international, à l'ONU, etc. C'est cette dimension-là qu'il faut analyser. Alors évidemment, on a des réponses classiques, hein. J'évoque par exemple à ce propos la fameuse parole qui nous dit que Abraham l'Hébreu, il était d'un côté et le monde était de l'autre côté. Et cette dimension de la solitude d'Israël, a une épaisseur évidemment politique, idéologique, mais je rajouterais dans la conscience juive quelque peu apocalyptique. C'est-à-dire, c'est des situations qui ne sont pas courantes. Ici, ce qui est tout à fait nouveau, c'est la globalisation. Le palestinisme est un mouvement globaliste, de globalisation de la condition juive, c'est-à-dire dans des lieux qui n'ont jamais connu les juifs ou qui n'ont eu qu'un rapport lointain. Je pense par exemple le phénomène de l'antisémitisme massif en Australie. Quel est le lien de l'Australie avec le vieux monde, avec cette dimension-là? Donc, ces phénomènes-là il me semble très important de les analyser. Euh, N'oublions pas que les Palestiniens ont inventé un modèle qui leur permet de capter vers eux Une sympathie générale. une sympathie, oui, dans la mesure où ça se résume dans une équation. Les Palestiniens sont les victimes des victimes. Les Absolument. victimes, on reconnaît donc les Juifs comme victimes, mais leur statut le statut de la condition victimaire passe en quelque sorte au signe palestinien. Alors, pour en revenir à ce vote onusien d'il y a quelques jours, qui annonce, comme vous le disiez, d'autres perspectives sans doute dangereuses pour Israël, un vote qui est intervenu, vous l'avez rappelé, 23 mois après 23 mois de ce tsunami anti-israélien, anti-judaïque dans les pays occidentaux, en Amérique, en Europe, il y a tout de même une chose à questionner, c'est comment il y a déjà eu des votes de ce genre à l'ONU qui préconisaient la création d'un État palestinien. On avait déjà vu ça à plusieurs reprises ces dernières années. Alors, qu'est-ce qui change justement cette fois? Pourquoi c'est, disons, plus sérieux et ça augure mal de l'avenir? Bon, les décisions de l'Assemblée générale de l'ONU ne sont pas exécutoires. Donc, Voilà. de ce point de vue-là, ce qui était nouveau, c'est la démarche de la France et de l'Arabie saoudite.
une démarche qui se présente comme une tentative ultime de résoudre le problème une fois pour toutes de la question palestinienne. Avec Et la donc, solution des deux États, c'est ce qu'ils avancent en fait. oui, effectivement, d'autant plus étonnant que la solution des deux États a déjà échoué, notamment avec la deuxième intifada. Et donc, ce qui est étonnant et très dur à supporter, on pourrait dire, c'est le ton comminatoire de cette déclaration, qui prévoit de sanctionner notamment Israël, parce qu'en fait, il y a une fausse symétrie que la déclaration fait entre les Palestiniens et Israël. Israël est un État. Les Palestiniens, il n'y a jamais eu d'État palestinien. Ils ne sont pas un État. Que reconnaît-on? Comment cela est-il possible? Quel problème cela pose-t-il sur le droit international qui rend en fait objectivement impossible une telle chose? Donc, ce qui me semble le plus grave, ça a été l'essence même de cette déclaration qui souhaitait se présenter comme une déclaration mettant un terme une fois pour toutes, sollicitant l'aide de toutes les nations et menaçant de sanctions. Évidemment, qui? Israël. Et c'est ça la dimension supplémentaire qui s'est constituée à ce moment-là. Alors comment, dans ce contexte sophistiqué, redondant et inquiétant, comment Israël doit-il réagir selon vous et que peut faire son gouvernement face à un tel tsunami, une telle levée de bouclier? Alors, il y a deux réponses à votre question. Évidemment, il peut se lancer dans une campagne diplomatique, solliciter ses amis. Il a des amis. Il a quelques pays amis, comme les États-Unis, la Hongrie, etc., qui ne sont pas des pays nécessairement déterminants. Mais il peut se lancer dans cette dimension-là, dans ce travail-là. Et comment, puisque finalement vous organisez cette semaine un colloque au centre Begin à Jérusalem qui va traiter justement du même sujet, l'attaque mondiale contre le peuple juif, un colloque en français. Est-ce que, bon, c'est un cri d'indignation, un cri de colère. Est-ce qu'on aurait pu aussi envisager de le faire en hébreu aussi, un colloque de ce genre-là, parce que la scène francophone, elle est ce qu'elle est, mais... Il fallait aller vite, il fallait prendre date, et notamment en rapport avec la déclaration de Macron et de l'Arabie saoudite. C'est une prise de parole collective, beaucoup plus qu'une étude dans le fond. Et donc, surtout, l'alerte à la réflexion, qu'est-ce qui se trame? C'est ça la question énigmatique qui se pose sur le plan juridique, international, le plan politique, etc. Mais je rajoutais quelque chose que je n'ai pas abordé là dans cet entretien, c'est qu'en fait, l'attaque contre le peuple juif se déroule également à l'intérieur du peuple juif. C'est-à-dire la pression externe pèse sur la conscience collective israélienne. Et nous avons assisté également à toutes sortes de phénomènes, de déclarations de ceux qu'on appelle les She'avarim, les ex-généraux, ex-présidents, ex-premiers Chef du ministres, Mossad et compagnie. qui prennent une position virulente contre l'État d'Israël pour parler et en parlent à l'opinion internationale. Donc en fait, il ne faut pas se négliger le fait que l'attaque contre le peuple juif qui vient de l'extérieur se déploie également de l'intérieur. Alors, pour expliquer ce phénomène, bon, évidemment, on est tenté par la psychanalyse, justement, à savoir que quand vous êtes soumis à une pression, vous essayez de jeter du lest de votre propre camp pour être admis au moins vous-même. C'est très étonnant ce phénomène, très étonnant. Il se développe en Israël,
et pas seulement dans la diaspora. En fait, réfléchir à cette exclusion du juif sur le plan de la scène internationale ne peut se faire sans la réflexion sur l'exclusion du juif à l'intérieur de la société israélienne ou de la société juive plus largement. C'est ça, le problème n'est pas simplement celui de résister à une pression, mais le problème de faire face à cette faille interne, intérieure, sur le plan de l'identité collective. Par exemple, lorsque l'ex-général Yair Golan accuse les soldats israéliens d'avoir un hobby de tuer des enfants, on reste stupéfait. Quand on connaît bien Israël et les Israéliens, quand on vit dans ce pays comme c'est son cas, comment comprendre ce phénomène par rapport à notre lien à l'extériorité? Et c'est donc un aspect qui sera aussi abordé lors du colloque, la résultante au sein de la société israélienne de ces 2 années extrêmement chargées. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Donc, je réitère la précision que ceux qui voudraient suivre ce colloque, non pas en direct, mais en voir la vidéo sur YouTube, on pourra donc au milieu de la semaine se procurer cette conférence qui a lieu donc le mardi 16 en fin d'après-midi au centre Begin à Jérusalem. Merci beaucoup. Merci Shmuel Trigano pour votre disponibilité, le temps que vous avez donné pour vous adresser aux auditeurs de Radio Kalita. Merci de nous avoir écoutés et dans 2 semaines pour notre prochain magazine. Shalom et Shana Tova.